Victor Plot. Victor Plot, c'est un doctorant contractuel en histoire romaine au sein du laboratoire Clésen de l'Université de Perpignan. Il travaille sous la direction de Martin Galigné, le professeur Martin Galigné et Mme Corinne Sanchez, avec le soutien du laboratoire d'excellence Archimède. Il est également enseignant vacataire en histoire ancienne à l'Université de Perpignan. Ses recherches se concentrent sur la diffusion des briques, des tuiles et d'autres objets en terre cuite entre l'Italie centrale et le reste de l'Empire romain, du IIIe siècle avant Jésus-Christ au VIe siècle après Jésus-Christ. Ces objectifs consistent à dresser un inventaire le plus complet possible de tous ces objets qui ont quitté le marché local italien, de les quantifier et de comprendre comment et pourquoi ils sont diffusés, ou ils se sont diffusés à travers tout le territoire romain. Il va s'efforcer de promouvoir l'intérêt scientifique que représentent les briques et les tuiles romaines auprès des chercheurs, des institutions et de ses étudiants dans ses recherches. Il a récemment publié un article aux éditions de la Sorbonne au sujet du transport des briques et des tuiles italiques à l'époque romaine. Il a également publié deux articles, il a en cours de publication deux articles, un article sur un étrange sarcophage en terre cuite conservé à Narbonne, qui sera prochainement publié dans une revue à Lyon, et un autre article sur les empreintes d'animaux sur les tuiles romaines conservées à Narbonne. Cet article sera publié aux éditions de la Sorbonne. Donc je donne la parole à Victor Plot, que je remercie. Eh bien, merci beaucoup, merci pour votre accueil, malgré ce problème technique qu'on a réussi à vaincre, donc merci aux techniciens. Alors oui, votre collègue m'a bien présenté, donc je suis Victor Plot, doctorant en histoire romaine à l'Université de Perpignan, et donc eh bien, je travaille principalement sur le commerce des briques et des tuiles entre l'Italie centrale et le reste de l'Empire romain. Alors, j'essaie de dresser un inventaire de ces matériaux qui se sont dispersés à travers les provinces romaines. Puis, j'essaie ensuite de comprendre par quels moyens ils se sont diffusés à travers tout l'Empire romain. Alors, mon travail il concerne une très grande aire géographique, puisque j'ai recensé des briques et des tuiles italiques en Afrique, dans les Balkans, en Gaule, en Germanie, en Bretagne, en Hispanie, en Sicile, en Sardaigne, en Corse, dans les Baléares. Donc c'est une très vaste aire géographique. Mais aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser aux matériaux italiques qui ont été retrouvés en Gaule narbonnaise et en faisant une étude comparative entre deux zones géographiques. Alors, d'un côté, on va se pencher sur la diffusion des matériaux entre les Alpes et le Rhône, puis dans un autre temps, on va se pencher sur la diffusion entre le Rhône et les Pyrénées, donc un peu plus vers chez nous. Alors, pour cette étude, nous allons procéder par étapes. Alors, tout d'abord, on va voir quels sont les principaux matériaux de construction en terre cuite que les Romains utilisaient pendant l'Empire romain, afin que tout le monde puisse comprendre de quoi nous allons parler aujourd'hui. Alors ensuite, nous verrons comment identifier l'origine de ces matériaux de construction qui viennent d'Italie. Et ensuite, on s'intéressera à l'identification des matériaux qui proviennent donc d'Italie. On se penchera plus loin sur la diffusion des matériaux italiques à travers la province de Narbonnaise, en menant une étude, donc, comme je l'ai dit, comparative de part et d'autre du Rhône. Donc une partie plutôt du côté de la Provence et une partie plutôt du côté du Roussillon, de l'Hérault et de l'Aude. Alors je tâcherai de passer donc un peu plus de temps sur les quelques matériaux qui ont été trouvés en Roussillon, car c'est peut-être ce qui vous intéresse le plus aujourd'hui pour cette conférence de la SASL des Pyrénées-Orientales. Et donc enfin, nous essaierons de trouver les causes
de la diffusion de ces matériaux italiques à travers la province de la Gaule narbonnaise, avant de faire une petite conclusion. Alors, afin de construire et de rénover leurs édifices, donc de la simple maison, la petite habitation, jusqu'au grand monument public, eh bien, les Romains ils disposent de plusieurs types de matériaux de construction en terre cuite, comme des briques et des tuiles. Mais, comme pour beaucoup d'autres choses, les Romains ils se sont inspirés des matériaux qui étaient déjà utilisés par les Grecs, et en les réadaptant à leur manière, voire en les améliorant parfois. Alors, ces matériaux en terre cuite, ils ont plusieurs avantages. Ils sont standardisés, afin d'être produits massivement. Ils ne brûlent pas, ils sont étanches, ils ne pourrissent pas, et ils sont durables dans le temps. Donc, par rapport au bois et à la terre, ou à la paille, c'est quand même un sacré avantage. Donc l'argile qui constitue les matériaux permet également de façonner des formes complexes, ce qui facilite donc la confection de matériaux spéciaux. Des matériaux qui ont des formes difficiles à réaliser. Grâce à l'argile, à son modelage, ça devient possible de réaliser des objets donc complexes. Alors on peut insister sur le fait que ces matériaux ne brûlent pas et qu'ils peuvent être produits massivement, car les villes romaines, elles ont souvent été frappées par des incendies. Donc le plus connu, c'est l'incendie de Rome sous Néron. Alors, avant le règne d'Auguste, donc au 1er siècle avant Jésus-Christ et au tout début du 1er siècle après Jésus-Christ, de nombreux bâtiments étaient construits avec des matériaux périssables et inflammables, donc comme le bois, le torchis, etc. Et notamment dans les quartiers pauvres de la ville, même à Rome. Même à Rome, il y avait des bâtiments qui étaient en matériaux périssables. Alors, le développement de l'usage des matériaux en terre cuite sous le règne d'Auguste, il a contribué à la diminution des risques d'incendie et à la solidité des nouveaux bâtiments. L'usage intensif de la brique est encore visible aujourd'hui, si vous vous baladez à travers les vestiges des bâtiments antiques de Rome, mais aussi à Ostie, à Portus, à Pompéi, à Herculanum. Si vous vous baladez dans les sites archéologiques, vous verrez encore ces briques et ces tuiles partout autour de vous. Alors les Romains, ils inventent un large panel de matériaux différents afin de répondre à des besoins variés. Et donc, eh bien, avant de parler de leur diffusion à travers la Gaule narbonnaise, je vais d'abord vous présenter rapidement les principaux matériaux en terre cuite utilisés par les Romains, notamment en Italie. C'est parti. Alors, les petits matériaux en terre cuite utilisés par les Romains sont les briquettes, qui sont des petites briques de petites dimensions qui servent à réaliser un appareil particulier que l'on nomme l'opus spicatum, ou appareil en épi. C'est ce que je vous ai mis sur le diapo en haut à gauche. Alors ce type d'appareil, il peut être réalisé sur des murs, mais aussi sur des sols afin de créer des dallages. Et son usage, il est courant dans la dynastie julio-claudienne. Donc là, j'ai mis une photo d'une réalisation en opus spicatum qui se situe à Narbonne, dans les entrepôts souterrains. Donc on voit en fait toutes ces petites briquettes minuscules qui sont emboîtées les unes aux autres afin de réaliser un appareil en forme d'épi de blé. Alors les Romains, ils produisent également des briques de différents formats pour réaliser des murs, du parement, des colonnes, des pilettes, des arches, des dallages. Et comme nous l'avons vu lors de l'introduction, eh bien, ces briques sont omniprésentes dans les villes d'Italie centrale, donc, telles que Rome, Ostie, Pompéi, Portus, où elles sont encore visibles aujourd'hui. Mais les matériaux romains les plus caractéristiques et les plus faciles à reconnaître, ce sont les tuiles, qui se sont déclinées en deux modèles principaux. Donc il s'agit de la célèbre tegula et de l'imbrex. Donc la tegula, c'est la tuile qui est plate, tandis que l'imbrex, c'est la tuile qui est semi-cylindrique. Alors la tegula, c'est donc une grande tuile plate à rebord et munie d'encoches destinées à couvrir les toitures. Et le micro ne marche plus. Tandis que l'imbrex est une tuile semi-cylindrique destinée à recouvrir l'interstice entre deux tegulae. Et donc, il peut aussi arriver que ces tuiles soient utilisées pour réaliser des caniveaux, des systèmes d'évacuation des eaux ou pour recouvrir des tombes. Donc là, j'ai mis des schémas qui représentent donc l'emboîtement de ces tuiles
on voit que les grandes tuiles plates, les tegulae, elles ont des encoches sur les angles, et ces encoches les permettent de les emboîter les unes aux autres, comme ici. Ça permet de les caler et d'éviter d'utiliser du mortier ou des clous. Là, grâce à l'emboîtement, ces tuiles sont fixées. Et donc l'imbrex, la tuile semi-cylindrique, elle vient se coller par-dessus l'interstice entre les tegulae pour que l'eau ne puisse pas passer entre les tuiles. Et enfin, certains ateliers romains produisent aussi quelques matériaux spécialisés qui répondent à des besoins particuliers, mais qu'on ne va pas aborder aujourd'hui parce que ils sont quand même assez rares, ils sont très précis, donc, tels que des tubuli, des bobines, des tegulae mamatae, donc des matériaux vraiment très particuliers. Alors à présent que nous avons dressé la liste des principaux matériaux de construction en terre cuite romains, nous pouvons nous concentrer sur les matériaux qui ont été produits en Italie centrale. Donc c'est plus le thème de mes recherches. Alors en Italie centrale, de grosses industries briquetières sont mises en place afin de produire des millions, oui bien des millions de matériaux de construction en terre cuite. La production de briques et de tuiles est maintenue à une haute intensité afin de répondre à des demandes locales ou régionales. Alors en effet, la population elle ne cesse de croître à Rome et dans les grandes villes d'Italie. Il est donc nécessaire de loger toutes ces personnes en construisant des immeubles et des villas. Mais il faut aussi ériger donc, les grands monuments de Rome, tels que les théâtres, les thermes, les ponts, les arènes, les temples, les égouts, tant d'autres bâtiments qui nécessitent donc l'apport de grandes quantités de matériaux. Ce sont des chantiers vraiment de très grosse ampleur qui mobilisent des dizaines, voire des centaines de milliers de matériaux. Donc il faut une industrie derrière. Alors toutefois, lors des moments de pause, puisqu'il y en a quand même, lorsqu'il n'y a plus de chantiers de grande ampleur, la production de matériaux continue afin de créer des stocks qui pourront être employés plus tard, à l'avenir, pour d'autres projets de construction. Mais malgré les chantiers, malgré les fortes demandes locales et malgré le stockage, eh bien, il arrive, étrangement, il arrive tout de même que des milliers de briques et de tuiles quittent l'Italie centrale afin de se diffuser à travers le reste de l'Empire romain. Dans ce cas, vous pourriez vous demander, mais Victor, comment fais-tu pour savoir qu'une brique vient d'Italie et pas d'ailleurs? Eh bien, il y a plusieurs méthodes pour cela. Donc la méthode la plus efficace pour savoir si une brique vient d'Italie ou d'un autre endroit, c'est de lire les estampilles. Les estampilles, ce sont les marques qu'on appose donc sur ces briques. En effet, puisque dans de nombreux ateliers, notamment en Italie centrale où la pratique elle est très répandue, les fabricants de briques et de tuiles apposaient leur nom sur leurs produits à l'aide d'une matrice. Donc les ouvriers ils devaient mouler les matériaux avec l'argile crue dans des moules. Et une fois que la tuile ou la brique était moulée, eh bien, ils devaient apposer leur marque à l'aide d'une matrice en bronze, une espèce de seau, un tampon, avant d'aller faire cuire les briques au four. Donc une fois cuite, la marque elle reste sur la brique. Alors ils ne marquaient pas toutes les briques, ils en marquaient seulement une partie, je le précise. Alors ces estampilles elles peuvent comporter plusieurs informations, le nom du propriétaire de l'atelier, le nom des chefs de production, le nom de l'atelier ou encore la date. Alors des symboles et des éléments figuratifs pouvaient aussi être ajoutés au texte, comme des animaux, des divinités ou des objets sacrés. Donc là, par exemple, je vous ai mis un cheval qui est au centre de l'estampille, et ici, on a un sanglier, il me semble. Oui, c'est un sanglier. Alors lorsqu'on découvre un matériau qui porte une estampille, qui porte une marque, il suffit de lire le texte et de repérer des noms. Une fois qu'on a repéré ces noms, il faut chercher des correspondances avec des noms qui sont déjà connus ou référencés dans des livres, dans des ouvrages de référence, puisqu'on a dressé des listes des fabricants qui travaillaient à Rome. Alors cette méthode d'identification, elle regroupe plusieurs avantages. C'est assez rapide, c'est sûr et c'est précis. Mais ce n'est pas parfait, malheureusement. Les matériaux romains n'étaient pas tous estampillés, comme je vous ai dit plus tôt. Ils en estampillaient qu'une partie. Et il arrive aussi que les estampilles soient incomplètes, illisibles ou inconnues. Et dans ce cas, il est nécessaire de recourir à d'autres méthodes d'identification. Donc là, par exemple, il y a des briques qui ont été cassées, et donc on voit que certaines estampilles, il en manque un morceau, donc ça devient compliqué de les lire et d'identifier le fabricant, malheureusement.
Alors, un autre moyen d'identification, ça réside dans l'étude de la composition de la pâte. Les briques et les tuiles en terre cuite sont réalisées à l'aide d'argile. Alors, l'argile, qu'est-ce que c'est? L'argile, c'est une matière rocheuse naturelle qu'on extrait du sol. Alors, il arrive régulièrement que l'argile soit au contact d'autres éléments naturels dans le sol, tels que des minéraux, des résidus de roches, des microfossiles et plein d'autres éléments chimiques. Alors, la composition du sol, et donc de l'argile qui est dans ce sol, varie d'une région à l'autre. Par exemple, de l'argile récoltée à Perpignan n'a pas la même composition chimique que de l'argile récoltée à Rome, car la composition du sol, elle est différente entre ces deux endroits. Le sol différent, donc l'argile est différente. Parce que l'Italie centrale, c'est une région qui est volcanique, vous le savez probablement. Lors des éruptions, il y a des tonnes de poussière, de résidus, de cailloux, de roches volcaniques qui se dispersent partout à travers la péninsule italienne. Alors ainsi, on retrouve de grandes quantités de résidus de roches magmatiques dans le sol italien, tels que des résidus de pyroxène volcanique, de sanidine, de plagioclase, de calcite, de biotite et tant d'autres roches volcaniques variées. Alors tous ces résidus, ils se retrouvent donc aussi dans l'argile extraite localement. Et par la suite, eh bien, ces résidus, ils restent encore présents dans les briques et dans les tuiles réalisées à l'aide de cette argile. Lorsqu'ils extraient l'argile, il y a encore les résidus, et lorsqu'ils cuisent l'argile pour faire des briques, les résidus, ils restent et on les voit dans la pâte. Donc si on parvient à identifier ces résidus qui sont présents dans la pâte des briques et des tuiles, il nous est alors possible de connaître leur zone d'origine. Alors là, je vous ai mis des exemples de quelques tuiles dans lesquelles on peut voir plein de petits grains noirs. Et ces petits grains noirs, ce sont donc des roches volcaniques qu'on retrouve notamment en Italie centrale. Donc là, ces inclusions de roches volcaniques sont visibles à l'œil nu. Alors cette méthode par la pâte, elle souffre de plusieurs problèmes. Lorsque les inclusions de roches sont invisibles à l'œil nu, ou qu'il n'est pas possible de les identifier à l'œil nu, il est alors nécessaire de recourir à des analyses en laboratoire. Alors ces analyses nécessitent du temps, des outils, des compétences particulières. Elles ont un coût financier. Et un autre problème réside dans le manque de données de comparaison. Et enfin, cette méthode, elle permet d'identifier une zone géographique, mais pas forcément un atelier bien précis. Alors, à présent que nous savons reconnaître les matériaux originaires d'Italie, nous pouvons maintenant étudier leur diffusion à travers la Gaule narbonnaise. Alors, la Gaule narbonnaise, c'est une province romaine qui s'étale contre la Méditerranée, entre les Alpes et les Pyrénées. C'est toute cette partie du sud de la France actuelle. Alors son territoire, il englobe à peu près les régions modernes de Provence, Alpes-Côte d'Azur, de Rhône-Alpes et d'Occitanie et Pays catalan-Roussillon. Alors cette province dispose d'une grande façade maritime sur la Méditerranée. On voit ici la Méditerranée. Et donc également un grand axe fluvial navigable qui permet de commercer avec l'arrière-pays gaulois. Donc il s'agit du Rhône et de la Saône, qui à l'époque étaient des fleuves navigables sur lesquels il y avait beaucoup de marchandises. Alors plusieurs centaines de tuiles et de briques originaires d'Italie se sont diffusées en Gaule narbonnaise, en empruntant donc la Méditerranée par bateau. On remarque facilement que ces matériaux se sont concentrés le long des côtes. C'est le petit carré rouge qui représente donc des matériaux italiens. On en trouve beaucoup le long des côtes, notamment en actuelle Provence. Alors ces matériaux, ils ont d'abord dû débarquer dans les ports, tels qu'à Marseille, à Fréjus, à Hyères, à Saint-Raphaël, etc. Puis, leur trajet s'est prolongé à travers les terres à l'aide des fleuves navigables du Rhône et de la Durance. Alors grâce à ces routes et grâce à ces fleuves navigables, certains matériaux ont aussi quitté la Gaule narbonnaise afin de se propager plus loin en terre gauloise, jusqu'à la pointe de la Bretagne actuelle, à Pont-Croix, jusqu'ici, mais également à Paris, à Reims, à Troyes, à Genève et à Gergovie. Donc ça représente quand même de grandes distances pour l'époque. Alors au total, nous avons recensé un nombre minimum de 66 matériaux originaires d'Italie trouvés en Gaule narbonnaise. Ce nombre est bien un minimum car il concerne majoritairement des exemplaires qui portent une estampille, qui portent une marque. Mais tous les matériaux n'étaient pas estampillés, comme je vous ai dit tout à l'heure,
et on ne connaît pas le nombre exact de matériaux non estampillés qui accompagnaient les exemplaires qui avaient une marque. Et aussi, il arrive souvent que le nombre de matériaux ne soit pas précisé dans les anciens rapports de fouilles, et par conséquent, eh bien, nous n'avons pas pu les dénombrer correctement. Par exemple, des rapports de fouilles qui disent « on a trouvé plusieurs briques ». Plusieurs briques, ça fait combien? On ne sait pas. Donc voilà les limites de nos sources. Alors le contexte archéologique dans lequel ces matériaux ont été trouvés n'est pas toujours connu, car il s'agit souvent de fouilles du XIXe siècle ou de découvertes fortuites. Néanmoins, parmi les cas qui ont été documentés, il s'agit souvent de briques qui ont été utilisées dans la construction de thermes, dans des cités ou dans de riches villas romaines. Alors, le cas le plus parlant en Narbonnaise, c'est celui des 28 briques estampillées qui ont été trouvées à La Roquebrussane, c'est une commune dans le Var. Alors ici, les briques, elles ont servi de pilettes afin de réaliser le système d'hypocauste dans les thermes d'une riche villa. Je m'explique. Vous avez la photo ici. Ici, en fait, ce sont les vestiges de thermes dans une villa. Et on voit qu'il y a des petites piles de briques. Ce sont des pilettes d'hypocauste. L'hypocauste, c'est un système qui permet de chauffer l'eau des thermes par le sol. Vous aviez des fours sur les côtés. Le sol était creux, car le sol était suspendu grâce à ces pilettes de briques. Et donc, l'air chaud qui venait des fours pouvait passer sous le sol, entre les piles, afin de chauffer l'eau, et donc les baigneurs qui étaient par-dessus. Et à ce nombre donc, de découvertes terrestres, les 66 briques trouvées en Narbonnaise, il faut aussi ajouter des centaines de tuiles qui ont été trouvées dans des épaves le long des côtes à Saint-Raphaël, à Saint-Tropez et à Collioure, plus près d'ici. On peut aussi noter la présence d'une brique isolée au large de Carry-le-Rouet, ou une brique isolée trouvée à Arles, dans le Rhône, dans le fleuve du Rhône. Alors toutefois, si la diffusion des matériaux italiques est abondante en Provence, entre les Alpes et le Rhône, la situation elle est très différente sur la partie ouest de la Narbonnaise, entre le Rhône et les Pyrénées. Donc malheureusement pour nous, ici il n'y a pas grand-chose. Alors la première différence elle réside donc dans le nombre de matériaux retrouvés. Entre le Rhône et les Pyrénées, seulement 5 sites ont révélé la présence de tuiles originaires d'Italie. Nous avons connaissance de quelques tuiles datant du 2e ou du 1er siècle avant Jésus-Christ qui ont été trouvées à Latte, dans l'Hérault. Et ici, les tuiles elles sont peu nombreuses. Ensuite, on a connaissance de quelques tuiles italiques à Narbonne. Alors, ces tuiles datent du 1er siècle après Jésus-Christ. Elles servaient de couvercle à un sarcophage en terre cuite qui était originaire d'Italie centrale. Et donc, elles ne devaient pas être très nombreuses puisque le sarcophage il est assez petit, donc il n'était pas nécessaire d'avoir beaucoup de tuiles dessus pour le fermer. Et l'une de ces tuiles, elle portait une estampille qui mentionnait un fabricant italien. Tout comme le sarcophage qui est en photo ici. Ce sarcophage, il est en terre cuite, et lui aussi, il a des estampilles qui mentionnent un fabricant italien. Mais malheureusement, les tuiles qui fermaient ce sarcophage, eh bien, elles ont disparu. On ne sait pas où elles sont, le musée ne les a plus, elles ont disparu. C'est dommage. Puis, en Roussillon, plus près d'ici, nous disposons de 3 sites différents. Il s'agit de quelques tuiles trouvées à Perpignan, au chemin de Torremila, d'une seule tuile à Canet-en-Roussillon, à Puig del Baja, pardonnez-moi pour la prononciation, ainsi qu'une petite centaine de tuiles trouvées à Collioure, sur le site subaquatique des Reigers, au large de Collioure. Alors, sur ces 3 sites, on va se pencher sur Latte, Canet et Perpignan. Donc ici, les tuiles ont été retrouvées en très faible quantité par les archéologues. À Canet-en-Roussillon, il ne s'agit que d'une seule tuile fragmentée, donc en morceaux, découverte dans le comblement d'un silo à grains lors de fouilles menées dans les années 2000 par l'INRAP, sous la direction de Jérôme Cotarba. Alors, le site il se situe aujourd'hui près du cinéma de Canet. Le contexte archéologique dans lequel les fragments de la tuile ont été trouvés correspond à un habitat rural d'époque républicaine, donc une petite ferme. Et plusieurs fosses et des dolias indiquent un espace de stockage pour les céréales et d'autres denrées alimentaires. Alors un dolium, c'est une espèce d'énorme amphore en terre cuite, vraiment très très grosse, qui servait à conserver principalement du vin ou d'autres liquides, mais aussi des céréales. Donc ici, c'est probable que dans ces dolias, il y avait des céréales. C'était une sorte de fosse, d'un grenier à grains. Alors ensuite, à Perpignan, il s'agirait d'environ 3 tuiles seulement, très fragmentées, qui ont été trouvées dans les comblements de fosses, là aussi.
Le site a été fouillé par l'INRAP dans les années 2000 et se situe près de l'aéroport. Il s'agirait aussi d'un petit habitat rural d'époque républicaine où étaient stockés également des céréales dans des silos. Donc un cas vraiment similaire à celui de Cannet. Et à Latte, dans l'Hérault, il s'agirait d'environ 4 tuiles qui ont été trouvées dans les années 2000 à plusieurs endroits de la cité antique de Lattara. Alors ces tuiles, elles ont été trouvées épisodiquement dans des habitations urbaines d'époque républicaine encore. Et donc, contrairement au site de Perpignan et de Cannet, qui sont des habitats ruraux, à Latte, il s'agit d'habitats urbains, une ville. Ces 3 sites, ils ont également en commun de dater de l'époque républicaine, plus précisément entre le 2e et le 1er siècle avant Jésus-Christ. Et durant cette période, l'usage de la tuile romaine n'est pas encore courant chez les populations locales, et il faut attendre la seconde moitié du 1er siècle avant Jésus-Christ pour que l'usage de la tuile se généralise. Et donc la tuile, elle est ici un objet peu commun de ce contexte géographique et historique. C'est rare d'en trouver à cette date. Alors aucune de ces tuiles ne porte d'estampille, mais en revanche, elles ont une pâte riche en inclusions volcaniques qui sont caractéristiques de celles qu'on retrouve en Italie. Donc je vous ai montré les photos tout à l'heure, on voyait les grains de roches volcaniques. Et donc plus encore, l'usage de la tuile n'était pas encore établi dans le Roussillon à cette époque. Ça n'existait pas les tuiles. Il n'y a pas encore d'ateliers locaux qui les produisent sur place. Donc, il s'agit d'objets qui viennent de l'extérieur. Et il est très probable que ça provienne d'Italie, puisqu'on voit ces traces de roches volcaniques. Et enfin, l'usage fait de ces tuiles à Latte, Cannet et Perpignan, il nous est inconnu. Il n'y a pas de traces de mortier, il n'y a pas de traces de fixation, il n'y a pas de traces de feu. Donc on ne sait pas à quoi elles ont servi. Leur nombre est trop faible pour couvrir un toit. Entre 1 et 4 exemplaires, vous n'allez pas faire un toit. Et donc ces quelques tuiles, elles ont dû être détournées de leur usage premier. Mais ces tuiles italiques d'époque républicaine, elles témoignent quand même des échanges commerciaux opérés entre Rome et ses provinces extérieures, les populations locales de Gaule. D'ailleurs, ces tuiles n'étaient pas les seuls objets venus d'Italie, puisque de nombreuses amphores, céramiques et autres marchandises italiques ont été trouvés en nombre sur les sites gaulois de Perpignan, Cannet et Latte. Donc peut-être que les tuiles sont venues en même temps que ces amphores. Alors à présent, penchons-nous plus rapidement sur les tuiles trouvées à Collioure. Donc il s'agit d'un lot de tuiles qui était trouvé en mer au large de Collioure. Le site il a été fouillé par mes collègues de l'ARESMA, sous la direction de Franck Bréchon et de Emmanuel Nantais. Alors le lot de tuiles il se compose de tegoulae et d'imbriques. Aucune d'elles ne porte d'estampille. On a seulement la lettre V qui est inscrite très grossièrement sur quelques-unes de ces tuiles. Donc ça ne nous indique pas un nom, pas un atelier. À l'œil nu, la pâte des tuiles ne présente aucune particularité. On ne voit pas de roche, on ne voit pas de grains. À l'œil nu, vraiment, il n'y a rien qui laisse présager quelque chose. Alors l'identification de l'origine de ces tuiles, elle est compliquée. Alors le site archéologique ayant été chamboulé par le courant de la mer, par les dégradations humaines, des éléments d'époque très variés ont été mélangés aux tuiles. Parce que le lieu il est facilement accessible aux baigneurs et aux plongeurs. Il y a donc de grands risques de vol, de pillage, mais aussi des gens qui apportent des déchets, qui déplacent ces objets. Donc le lieu étant situé près des côtes, il y a aussi de nombreux objets qui ont été jetés à la mer depuis la côte ou depuis des bateaux, et ça dès l'Antiquité. Donc le site il est très pollué depuis très longtemps, tout est mélangé. Alors par conséquent, il est très difficile de dater les tuiles. Mais des analyses archéométriques ont été faites en laboratoire par Madame Veronica Martinez Ferreras, et donc ces résultats indiqueraient la présence de sanidine dans la pâte. Alors il s'agit d'une espèce minérale qu'on le trouve dans les roches volcaniques ou magmatiques. C'est intéressant ça. À l'état naturel, la sanidine elle est présente dans les régions volcaniques d'Italie, mais aussi en Auvergne. Alors, une origine auvergnate, elle est à écarter, puisqu'il y a beaucoup de contraintes géographiques. Il y a des montagnes à passer, il y a beaucoup de routes terrestres. Ce ne serait pas pratique d'envoyer des tuiles auvergnates à Collioure. Tandis que des tuiles italiennes, il suffit de traverser la Méditerranée, c'est beaucoup plus simple. Donc il est plus probable que les tuiles trouvées à Collioure proviennent d'Italie. Donc si on compare la situation de nos deux aires d'études, on se rend compte qu'il y a de grandes différences. Puisque entre les Alpes et le Rhône, notamment en Provence, il y a beaucoup de matériaux originaires d'Italie centrale. Ces matériaux ils sont variés, il s'agit de tuiles, mais aussi de briques de différents formats.
la grande majorité de ces matériaux portent une estampille, et les matériaux trouvés en Provence datent majoritairement du Haut Empire romain, donc entre le 1er et le 2e siècle après Jésus-Christ. Mais de l'autre côté du Rhône, dans le Roussillon, à Narbonne et dans l'Hérault, au contraire, les matériaux italiques sont très peu nombreux. Ils ne sont pas variés, puisqu'il s'agit uniquement de tuiles. Et hormis une tuile à Narbonne, aucun matériau ne porte d'estampille. Et hormis la tuile de Narbonne, ils sont tous d'époque républicaine. Alors les contextes archéologiques sont également différents entre nos deux aires d'études, puisqu'on a vu qu'à Perpignan et à Canet, les tuiles ont été trouvées dans des petits habitats ruraux d'époque républicaine, alors qu'en Provence, en revanche, les matériaux ont surtout été retrouvés dans des villes ou dans de riches villas romaines. Les briques, notamment, semblent avoir été utilisées dans des thermes. Donc c'est vraiment des usages et datations des contextes différents. Dans ce cas, nous pourrions nous demander, mais pourquoi y a-t-il autant de différences entre ces deux aires géographiques ? La faible présence de matériaux italiques entre le Rhône et les Pyrénées est étonnante lorsqu'on voit leur abondance de l'autre côté du Rhône, en Provence. Narbonne, c'est pourtant un grand port de commerce à l'époque romaine. Et des tonnes de marchandises venues d'Italie ont transité par ce port de Narbonne. Et plus encore, on a connaissance de plusieurs dizaines de matériaux italiques le long des côtes catalanes et dans les îles Baléares. Donc ce grand vide qui existe entre le Rhône et les Pyrénées, il est étrange, certes, mais il pourrait s'expliquer de différentes manières. Alors il est possible que des matériaux venus d'Italie aient bien été diffusés entre le Rhône et les Pyrénées, pourquoi pas, et que nous les ayons tout simplement pas retrouvés encore en fouille par manque de chance. Peut-être qu'il y a des tuiles quelque part, mais qu'on ne les a pas encore trouvées. C'est possible. Mais il est aussi possible que des matériaux italiques n'aient pas trouvé d'acheteurs sur place, et donc ils aient continué leur route jusqu'en Catalogne ou dans les Baléares, là où ils ont été achetés plus loin. Mais néanmoins, malgré ces hypothèses, le mystère demeure. C'est quand même un cas très étrange de voir ce vide entre le Rhône et les Pyrénées. Alors, nous avons effectué un inventaire des briques et des tuiles italiques trouvées en Gaule narbonnaise, mais il faut aussi essayer de comprendre pourquoi des matériaux venus d'Italie ont quitté le marché local italien afin de parvenir jusqu'ici. Ça fait loin, quand même. Donc les causes de la diffusion des matériaux italiques à travers l'immense empire romain sont variées. Elles diffèrent d'une région à l'autre. Par exemple, les briques parvenues par milliers d'exemplaires à Carthage, en Tunisie, ne sont pas arrivées pour les mêmes raisons que la toute petite tuile trouvée toute seule à Canet en Roussillon. Donc il est souvent nécessaire d'étudier les découvertes au cas par cas afin de trouver l'hypothèse la plus satisfaisante. Donc, en Gaule narbonnaise, il y a 3 hypothèses principales qui pourraient être envisagées. Alors, les briques et les tuiles italiques trouvées dans la province pourraient être des marchandises secondaires, c'est-à-dire que des navires ayant vendu tous leurs produits dans les ports d'Ostie ou de Portus, en Italie, auraient embarqué une marchandise principale, comme des amphores ou des céramiques fines, et en complément, en plus des amphores, eh bien, pourquoi pas, ils auraient embarqué quelques petits lots de briques ou de tuiles qui étaient stockées au port. Ainsi, les marchands ils peuvent proposer des produits diversifiés, des produits variés à la revente lorsqu'ils reviennent chez eux en Narbonnaise. Une autre hypothèse, ce pourrait être celle du lest utile. Je vais m'expliquer. Alors, afin de rester stable sur l'eau et d'éviter de chavirer, un bateau il a besoin de peser un certain poids. Il est alors nécessaire de lester le navire, généralement avec des cailloux ou du sable, ou avec le poids des marchandises, pour que le bateau il ne coule pas, qu'il soit bien stable. On peut alors imaginer que des marchands aient vendu toute leur cargaison dans un port italien, ce qui aurait alors grandement modifié le poids et la stabilité du bateau. Et donc, eh bien, au lieu de lester le bateau avec des cailloux ou du sable, eh bien, certains marchands auraient peut-être, éventuellement, préféré utiliser des lots de matériaux pour jouer ce rôle de lest. Alors, contrairement aux cailloux et au sable, qui n'ont pas vraiment de valeur marchande, eh bien, le lest de matériaux, lui, il offre l'avantage d'avoir une véritable valeur marchande et de pouvoir être revendu lors du voyage retour en Italie. Ça fait 2 rôles. Et donc, une troisième hypothèse envisageable est celle de l'objet isolé arrivé par hasard. Il pourrait s'agir de quelques matériaux qui traînaient dans des navires, dans la cale, et qui ont été vendus ou offerts aux populations locales lors du déchargement des marchandises. Les marchands peuvent ainsi se débarrasser de quelques objets qui traînaient sur le bateau
tandis que les populations locales, elles, eh bien, elles peuvent trouver une utilité détournée de ces objets. Donc les quelques tuiles trouvées à Cannet, à Latte ou à Perpignan, elles pourraient peut-être avoir été diffusées de cette manière. Peut-être qu'elles traînaient sur le bateau, ouais, elles ont été déchargées en même temps que les amphores. Et enfin, il existe d'autres hypothèses qui expliquent la diffusion des matériaux italiques à travers l'Empire romain, mais elles ne semblent pas trop convenir pour les matériaux qu'on a trouvés en Gaule narbonnaise. Dans certains sites archéologiques, notamment en Afrique proconsulaire ou en Sardaigne, ou dans l'archipel toscan, près d'Italie, l'arrivée de matériaux provenant d'Italie centrale peut correspondre à des commandes, des gens qui ont passé des commandes de matériaux. Alors, il s'agit souvent de résidences secondaires appartenant à des propriétaires de briqueteries. Et donc, ces individus qui possèdent des briqueteries en Italie centrale, ils ont utilisé leurs propres matériaux afin de construire leurs résidences secondaires en province. Il peut aussi s'agir de commandes de matériaux spécifiques, tels que des matériaux spécialement conçus pour la construction de thermes. Ce cas, il est surtout connu en Afrique, où de nombreux thermes ont mobilisé des briques de grand format et des touboulis originaires d'Italie centrale, donc des matériaux particuliers, spécifiques. Et donc peut-être que ces matériaux particuliers n'étaient pas produits suffisamment localement et qu'il était donc nécessaire de les importer d'Italie. Et donc en Gaule narbonnaise, eh bien, nous n'avons pas trouvé de site qui pourrait correspondre à ces hypothèses, pour le moment en tout cas. Et enfin, on a aussi quelques attestations de briques utilisées à des fins spirituelles, comme des ex-voto. Donc il s'agit de 2 briques venues d'Italie sur lesquelles on peut voir la représentation du dieu Mercure. On a le dieu Mercure qui est dessiné sur la brique. Et ces 2 briques, elles ont été trouvées dans le temple de Mercure, dans le Puy-de-Dôme, ce qui laisse penser qu'elles ont été emmenées en ce lieu afin de rendre hommage à Mercure. Une brique avec le dieu Mercure dessus, dans le temple de Mercure, on peut imaginer quand même des hypothèses là-dessus. Alors encore une fois, on n'a pas connaissance de cas similaires en Gaule narbonnaise. Il s'agit donc d'une hypothèse à exclure pour le moment. Alors en conclusion, nous avons vu que les Romains disposaient d'un panel de matériaux variés, qu'ils produisaient massivement dans de grands ateliers en Italie centrale. Et bien que la plupart des matériaux aient été vendus localement, afin d'être utilisés dans de grands projets de construction en Italie, plusieurs lots de briques et de tuiles se sont tout de même diffusés à travers l'Empire romain, y compris en Gaule narbonnaise. Et dans cette province, on a pu remarquer une forte concentration de briques et de tuiles le long des côtes provençales, entre les Alpes et le Rhône, durant la période du Haut-Empire romain. Ici, les matériaux ont principalement été employés dans la construction de thermes, dans des cités ou dans de riches villas. Tandis que de l'autre côté du Rhône, jusqu'aux Pyrénées, eh bien là, on a vu que les matériaux italiques se raréfient et qui datent d'une période bien plus ancienne. Ces tuiles parviennent au compte-gouttes dans de petits habitats d'époque républicaine. Elles sont détournées de leur usage premier, mais on ne sait pas trop à quoi elles servaient. Néanmoins, quel que soit leur nombre, tous ces matériaux témoignent d'étroits échanges commerciaux et culturels opérés entre Rome et ses provinces. L'usage de la tuile et de la brique romaine par les populations gauloises, c'est aussi un marqueur important de la romanisation de la Gaule narbonnaise, où les populations locales, elles délaissent peu à peu leurs matériaux traditionnels, comme le bois ou la terre, afin d'adopter des matériaux et l'architecture des Romains. Ils adoptent les matériaux du peuple vainqueur. Et donc toutes ces briques et toutes ces tuiles venues d'Italie sont donc bien plus que de simples matériaux. Elles peuvent au contraire nous apprendre beaucoup de choses sur la société gallo-romaine. Je vous remercie pour l'attention et je vous laisse la parole, messieurs, dames. Merci. Alors, voilà, nous vous remercions vraiment pour cette conférence brillante. Merci beaucoup. Vous avez insisté pour avoir l'image, et effectivement, c'était très important. Oui. Vous parlez très bien, d'une voix intelligible, même pour les sourds. Donc, je vous félicite. Merci. C'était très intéressant. Alors, on va poser quelques questions, mais avant, je voulais savoir, à titre personnel, est-ce que, parce que lors des journées du patrimoine, je suis allé à Rusino, est-ce qu'on trouve ce genre de tuiles à Rusino? Voilà. Merci. Alors, je ne suis pas spécialiste du site de Rusino, qui est un lieu plutôt d'époque ibérique ou gallo-romaine, mais oui, à Rusino, il y a effectivement des tuiles romaines qui ont été utilisées. Alors, je ne sais pas qui les a fabriquées, c'est possible qu'il y ait eu des ateliers locaux qui produisaient ces tuiles et ces briques,
Mais oui, l'usage de la brique romaine, la tegula, l'imbrex, que je vous ai montré sur le diapo, a bien été utilisé à Roussino et même dans le reste de la région, dans le Roussillon. Merci. Alors, y a-t-il d'autres questions, s'il vous plaît? Et qu'en est-il de Salel Oui. Dode? Alors, attendez, on vous donne le haut-parleur, parce qu'autrement, on n'arrive pas à entendre. Qu'en est-il de Salel Dode dans justement la fourniture des tuiles? Eh bien, c'est très intéressant cette question. Vous connaissez peut-être le site d'Amphoralis? Oui, c'est ça. Alors oui, à Salel Dode, pendant l'époque romaine, on avait un très grand atelier de fabrication de briques, de tuiles, mais aussi d'amphores, de beaucoup d'éléments en terre cuite. Et donc là, il s'agissait de matériaux, d'objets fabriqués localement, avec de l'argile locale, par des habitants locaux. Alors, une brique et une tuile, ça ne vaut pas grand-chose. Comparé à une amphore de vin de grand luxe, c'est compliqué de l'exporter très loin, surtout qu'on produit des tuiles un peu partout. Alors, l'ère de diffusion des briques de Salel, elle est plutôt régionale, voire locale. On en retrouve à Narbonne, on en retrouve près de Salel Dode, dans les environs, les villages alentours, mais ça se diffuse vraiment pas très loin. Maximum 50 à 100 km, mais il ne faut pas voir beaucoup plus loin. Puisque un peu partout, à l'époque, il y avait déjà des ateliers. Donc chacun produisait ses propres matériaux. Il n'y avait pas vraiment le besoin d'aller acheter des matériaux ailleurs, à cette époque en tout cas. Tandis que là, pour la période républicaine, à Cannet et à Perpignan, on ne fabriquait pas encore des tuiles, puisque ce n'était pas encore utilisé. Donc là, il était nécessaire cette fois-ci d'avoir des tuiles de l'extérieur, puisque la tuile n'était pas connue, n'était pas fabriquée sur place. Est-ce que j'ai bien répondu? Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, s'il vous plaît. Alors, oui, allez-y, je vous donne. On a deux j'ai une voix qui porte, c'est gentil. Merci. On a plus ça. Oui, ben ceci explique peut-être qu'il n'y ait pas eu plus de marchandises importées d'Italie dans le Roussillon et à Narbonne, puisqu'il y avait certainement donc d'autres ateliers ici. En fait, on trouve de l'argile un peu partout, je pense, oui. Et la fabrication se passe un peu partout, donc ce n'était pas nécessaire d'importer l'Italie. Alors oui, très bonne question. Alors effectivement, lorsque la tuile est vraiment utilisée majoritairement en Gaule narbonnaise, même dans le reste de l'Empire romain, il y a des ateliers un peu partout qui produisent localement les matériaux, donc tel qu'à Salel, près de Narbonne. Mais en Provence et en Afrique, en Sardaigne, partout où on a trouvé des tuiles et des briques qui venaient d'Italie, eh il y avait pourtant des ateliers locaux qui fabriquaient des tuiles sur place. Et malgré ces ateliers locaux, il y a quand même des briques et des tuiles romaines qui venaient d'Italie qui sont venues jusqu'ici. Donc c'est là tous les problèmes de mon sujet de recherche, c'est d'essayer de comprendre quelque chose qui n'est pas forcément logique dans nos têtes. C'est pourquoi importer des matériaux d'Italie alors qu'on en produit sur place. Alors oui, c'est vrai que malgré tout, ça reste bizarre cette situation dans le Roussillon, dans l'Aude et l'Hérault, puisque oui, il y a eu des ateliers locaux, mais on a retrouvé un sarcophage en terre cuite qui venait d'Italie. Il venait des mêmes ateliers que les briques. Donc on a quand même des objets qui viennent de ces ateliers, qui se diffusent à Narbonne. Ce sarcophage, je vais vous montrer. Alors, ce sarcophage, il est en terre cuite, il était fabriqué dans un atelier qui produit également des matériaux. Et sur ce sarcophage, il y avait des tuiles qui venaient d'un autre atelier, lui aussi en Italie. On a également à Narbonne des mortiers de cuisine en terre cuite qui sont eux aussi fabriqués dans ces mêmes ateliers qui produisent les matériaux et les sarcophages. Donc, on voit qu'il y a quand même des échanges. Les ateliers d'Italie centrale, ils envoient quand même des produits dans la région. Mais les tuiles, elles ne viennent pas. Et vraiment, je ne saurais pas vous donner d'hypothèse vraiment parfaite pour répondre à cette question, parce que c'est vraiment quelque chose d'étrange que je n'arrive pas à expliquer. Ça fait vraiment un énorme vide. Vous avez beaucoup de tuiles en Catalogne, beaucoup de tuiles en Provence, et entre les deux, il n'y a rien. Alors que pour aller en Catalogne, le bateau, il prend la même route, hein, il longe la côte, il passe par Narbonnaise. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une question de surproduction en Italie? Les Italiens veulent liquider les stocks, et donc baissent les prix, la production locale ne se fait pas, et les Italiens exportent leurs tuiles.
Alors, la production de briques et de tuiles en Italie centrale, elle est vraiment continue. Il y a vraiment d'énormes quantités de briques et de tuiles qui sont produites massivement. Il y a aussi beaucoup de chantiers qui utilisent ces matériaux massivement. Et lorsqu'ils ne sont pas utilisés, donc, ils vont dans des ports, ils sont stockés par milliers dans les ports, dans les entrepôts. Et c'est à ce moment-là que eh bien, les surplus qui sont stockés et qui ne trouvent pas de preneurs, eh bien, ils se diffusent. Ils se diffusent en Afrique, en Gaule, en Espagne, tout ça. Donc, j'imagine, on ne peut pas savoir, on ne connaît pas les prix exacts auxquels se vendaient ces matériaux, mais on peut supposer que ces matériaux étaient moins chers lorsqu'on les achetait en gros volume dans les ports, dans les entrepôts, puisqu'ils n'avaient pas trouvé preneur, donc il fallait les écouler. Et ça reste encore, voilà, la grande question de ma thèse, c'est ça, c'est de comprendre pourquoi ces matériaux italiens ont été diffusés si loin, alors qu'on en produit partout. C'est 5 ans de travail, quoi. C'est mes mémoires de master et ma thèse. Oui, monsieur? Est-ce qu'elles étaient de meilleure qualité, les tuiles? Alors, ça aussi, c'est une question qu'on me pose beaucoup. Alors, il n'y a pas vraiment de différence. Alors, c'est vrai que, bon, en Italie centrale, les ateliers, ils sont spécialisés, c'est des grosses industries, il y a des professionnels, ils sont très nombreux à fabriquer. Il y a une grosse logistique, il y a des gros fours. Donc, leurs briques et leurs tuiles, elles sont belles. Elles sont de belle qualité, elles sont vraiment très bien. Mais après, c'est comme partout, hein, en Gaule-Narbonnaise, on faisait des briques et des tuiles qui étaient superbes, qui étaient peut-être même plus belles que celles d'Italie, mais on produisait aussi des tuiles complètement dégoûtantes, vraiment faites à la va-vite. Donc il y a de tout. Et je ne pense pas que vraiment la qualité de la brique et de la tuile d'Italie soit un argument pour les exporter sur plusieurs milliers de kilomètres. Je ne pense pas que l'argument soit possible. Oui? Est-ce que ce n'était pas alors un symbole de supériorité de la classe dirigeante? Alors là, vous avez une autre hypothèse, c'est que, en fait, vous l'avez vu, ces briques et ces tuiles, elles ont parfois les marques. Ces très belles marques typiques des productions italiennes. Donc sur ces marques, on voit le nom du fabricant. Donc on sait que cette brique, elle vient d'Italie. Donc les gens à l'époque, s'ils avaient accès, s'ils avaient les yeux sur cette marque, ils pouvaient se dire, tiens, cette marque, elle n'est pas d'ici, elle vient de loin. Donc ça pourrait être un argument, oui, quelqu'un qui voulait une toiture avec des matériaux qui viennent tout droit de Rome, pourquoi pas? Ça pourrait être quelqu'un, voilà, qui voulait se vanter, montrer qu'il est un vrai Romain, qu'il a des matériaux qui viennent de Rome. Pourquoi pas? Mais après, c'est difficile de prouver ça, enfin, c'est une hypothèse qui est difficile à monter. Alors après, je vous ai parlé d'autre chose tout à l'heure, c'est des commandes spéciales qu'on a en Afrique et en Sardaigne, où là, on a des gros fabricants de briques et de tuiles en Italie centrale. Ils ont, en plus de leurs ateliers, ils ont beaucoup de maisons un peu partout dans l'Empire romain. Et donc pour eux, ben, c'est peut-être intéressant d'emmener leurs propres matériaux depuis Rome jusque dans leur maison secondaire. Parce que la maison, elle est à eux, l'atelier, il est à eux. Ils ont peut-être même aussi des bateaux qui font le voyage pour eux. Donc pourquoi acheter des matériaux à quelqu'un d'autre si on a nos propres matériaux qu'on peut emmener presque gratuitement chez nous? Et on a également aussi le cas des matériaux qui sont particuliers, des matériaux spécifiques, qui sont peut-être pas produits suffisamment sur place. Et donc, il est nécessaire d'apporter du savoir-faire italien, puisque dans la région, ces matériaux ne sont peut-être pas produits massivement. Je pense aux tubuli, qui sont des tubes en terre cuite qui servent à passer l'air chaud. Ces matériaux, ils sont précis, on ne les utilise pas partout, ils répondent à des besoins particuliers. Donc peut-être qu'il y a des gens qui ne sont pas pris la tête pour fabriquer ça en Afrique ou en Gaule-Narbonnaise. Et donc il était nécessaire d'importer des matériaux d'Italie, puisque là-bas en Italie, on les produit beaucoup. Est-ce que j'ai répondu? Oui. Une autre question? L'hypothèse du lest dans les bateaux n'est pas sans fondement, elle est même intelligente. Je veux dire, je crois qu'il y a une base là, dans ce problème de lest du bateau. Pour vous, ce serait l'hypothèse la plus probable, la plus solide? C'est une hypothèse importante. C'était important. C'était important, le lest de bateau, c'était très important. Sinon, il fallait transporter des cailloux, c'est inutile. Il faut du plomb, peut-être qu'il n'y en avait pas. Bon. Enfin, la brique, on a... Alors, après, le plomb, c'est une valeur marchande comparé à de la pierre ou du sable. Mais oui, l'hypothèse du lest, enfin du lest utile, elle est quand même assez attrayante. On a aussi
récemment, je crois que c'est Luquelon qui a fouillé ça. C'était une épave de bateau dans le Rhône, à Arles, dans lequel il y avait un trésor monétaire. Et il y avait une particularité sur ce bateau, c'est qu'il y avait beaucoup de tuiles au fond du bateau qui étaient collées. Donc les tuiles, on ne pouvait pas les enlever, elles étaient collées ensemble, elles servaient très probablement à lester le navire. Donc là, on voit qu'ils se sont quand même tracassés à coller les tuiles. Donc là, elles n'étaient pas destinées à être revendues puisqu'elles ne pouvaient plus bouger du bateau. Par contre, si elles servent de lest à un bateau et qu'elles sont déchargées à l'arrivée, il faut remettre notre lest dans le bateau pour le retour. Et donc là, qu'est-ce qu'il repart? Il repartit avec quoi? Avec du vin, avec du bois, avec des marchandises. Exactement, oui. Mais lesquelles? Lorsqu'on enlève le lest ou qu'on enlève les marchandises, donc le bateau il est plus léger, il est moins stable, donc il remonte ou il chavire. Et donc oui, il devait transbahuter probablement le lest avec les marchandises. Essayer de jouer sur les poids. On parle de lest de fer ici, de fer du canigou. Du On parle ici du fer du canigou. Ah, le fer du canigou, d'accord, oui. Est-ce une possibilité? Alors oui, il est possible qu'un marchand venant de Narbonnaise, hop, il est parti vendre ses marchandises à Rome. À Rome, il a tout vendu. Il prend des briques et des tuiles, il les ramène chez lui en Narbonnaise. Et dans ce cas, il peut revendre ses briques et ses tuiles. Et en échange, eh bien, il peut reprendre la même marchandise qu'il a eue à l'aller. Donc oui, ça peut être du fer des Pyrénées ou des Corbières, ça peut être du vin de Bétique, ça peut être de l'huile, du garum, de la nourriture, peu importe. Mais oui, ils débarquaient les tuiles dans leur province d'origine et en échange, ils embarquaient les marchandises qu'ils voulaient revendre pour le prochain voyage. C'était leur métier, c'était des professionnels, c'était des marchands. Donc ils ne faisaient que voyager pour vendre des objets d'un port à l'autre. Donc le bateau ne restait pas au port indéfiniment et il faisait, voilà, c'était des marchands. Et ça n'explique pas pourquoi ici, il n'y a pas beaucoup. Je veux dire, parce que la problématique est la même de l'autre côté, à l'est du Rhône, parce que il fallait aussi lester du bateau. Donc, moi, je pense pas. Dans mon imaginaire, c'est peut-être plutôt les clients qui avaient des objectifs de construction plus valorisants à l'est qu'ici. Alors, c'est vrai que moi, je suis très attristé par ce manque de briques et de tuiles italiennes dans les alentours de Narbonne ou même ici. Parce que j'ai passé du temps dans les réserves des musées de Narbonne. J'ai cherché des foutues tuiles qui viennent d'Italie. J'en ai pas trouvé. Et Narbonne, c'était quand même le plus grand port de Narbonnaise. C'était la fille de Rome. C'est un port où même encore au 5e siècle, on a encore des témoignages de marchandises qui viennent du monde entier, du monde romain entier. Donc c'est vraiment très étrange qu'on n'ait pas ces satanées briques à tuiles italiennes. Il y a eu seulement ces tuiles qui recouvraient le sarcophage. Il n'y a eu que elles que je connaisse. Alors par contre, près de Narbonne, notamment dans l'Hérault, vers 40, il y a des ateliers qui produisaient des matériaux de construction avec des estampilles qui ressemblent étrangement aux estampilles italiques. Donc on voit ces estampilles circulaires avec un nom en arc de cercle et ce qu'on appelle un orbicule. L'orbicule, c'est cette petite boule ici qui dépasse. On voit qu'il y a des gens qui ont copié ce modèle d'estampille italienne. Donc peut-être que c'est des gens qui connaissaient ces matériaux, qui venaient peut-être d'Italie eux-mêmes et ils ont importé leur savoir-faire sur place, dans leurs ateliers. Donc j'ai pas d'explication pour ce manque de tuiles ici. Je peux vous garantir que moi, personnellement, ça me met en rogne, ne pas trouver de tuiles dans la région. Mais est-ce que les tuiles, comme celles qu'on a vues, les 2-3, donc qui datent de l'époque républicaine, est-ce qu'elles ont servi de modèle pour après créer sur place? Alors, sur ces sites donc, de Perpignan et de Cannet, dans le contexte archéologique qui a été fouillé, donc dans ces strates-là, il n'y a eu que les tuiles italiennes, donc les quelques-unes, et également quelques tuiles qui avaient une pâte qui ressemblait à de l'argile d'Espagne, des pâtes hispaniques. Et on n'a pas eu ensuite de continuité. Il n'y a pas eu d'autres tuiles plus tard. Donc ces tuiles n'ont pas été copiées, puisqu'il n'y a pas eu de continuité derrière. Alors,
Après, comment est-ce que la tuile est parvenue en Gaule narbonnaise, même dans tout le reste de la Gaule? Eh bien, c'est certainement que des colons italiens qui venaient d'Italie, ils se sont installés sur place dans les provinces et ils voulaient continuer à vivre comme chez eux à Rome. Donc, ils ont eux-mêmes soit importé des artisans d'Italie pour les faire venir sur place, ou soit ils ont formé des gens sur place à fabriquer ces tuiles et ces briques sur des modèles italiens. Mais on voit pas de différence sur la forme, les dimensions, l'aspect physique de ces tuiles entre les provinces et l'Italie. Il n'y a pas vraiment de grande différence. Ils ont vraiment très bien repris le système d'assemblage avec les encoches, les formes, les dimensions. Tout est très bien fait, très bien copié. Pardon. S'il y en avait à l'époque républicaine, c'était pas la peine d'en faire venir à l'époque impériale, puisqu'on savait les faire. Alors là, je vais vous répondre. Mais alors pourquoi est-ce qu'à l'époque impériale, on a des centaines de briques qui ont été trouvées en Provence, alors que là aussi, on savait les produire sur place? C'est... Vraiment, je ne saurais vous expliquer pourquoi. Pas encore. Pas encore. Peut-être un jour. Peut-être qu'un jour, on va trouver un énorme dépôt de briques qui venait d'Italie dans un coin à Narbonne ou à Perpignan. Il faut attendre. Voilà, bon, je crois que là, on pourra essayer effectivement de clore. Je vous signale la prochaine conférence. Donc, ça sera le 11 octobre à 17h30 ici. Si vous voulez, ça serait sympathique si vous veniez accompagner avec d'autres personnes pour qu'il y ait un public plus nombreux. Et c'est sur le thème le régionalisme, instrumentaliser la petite patrie contre la grande, point d'interrogation. Cette conférence va être donnée par M. Morel, Benjamin, universitaire, constitutionnaliste, donc au hall Guimalet. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et on remercie chaleureusement la conférence. Merci à vous. Voilà. Alors, j'espère que le 11, vous aurez un programme, peut-être pas définitif, mais pour tout le monde, il y aura un programme. Merci. Merci. Merci à vous.